Bonjour à toutes et tous. Donc on va débuter cette table ronde. Donc j'ai le plaisir d'accueillir nos trois intervenants. Donc Sophie Touénon de l'entreprise Sanders Groupe Avril, Olivier Rochard de la société Ubar et Thomas Lacotte du Crédit Mutuel de Bretagne. Donc ils vont avoir le plaisir de se présenter, de présenter leur entreprise. Donc l'idée et le fil rouge de la table ronde qu'on s'est donnée avec nos trois interlocuteurs, c'est de se dire, on a vu depuis ce matin qu'il y avait besoin de décarboner l'élevage, de faire des efforts dans les exploitations, mais ça passera aussi d'abord par des efforts au sein de la filière globale et notamment dans nos entreprises. Et donc ce qu'on va vous montrer là durant la table ronde, c'est ce que les trois entreprises qui nous font le plaisir de nous accompagner ont pu mettre en place, soit en interne, soit pour leurs éleveurs, dans cet objectif RSE et notamment sur le volet décarbonation. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Sophie Touénon qui va se présenter, nous présenter en quelques mots le groupe et la vision RSE du groupe Avril et de l'entreprise Sanders. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je travaille chez Sanders. J'ai la responsabilité de la RSE et des filières biologiques ainsi que la nutrition protéinée. Alors Sanders, c'est la filiale nutrition animale de Avril. Et Avril est engagé dans la valorisation des filières oléoprotéagineuses, donc colza, tournesol, soja et autres cultures. En fait, nous, ça s'est décomposé, en tout cas au niveau du groupe Avril, par notre raison d'être, qui est servir la terre. Alors, la slide, elle vient un tout petit peu tôt, donc je vais revenir en arrière. Si, tac. C'est possible. Si c'est possible. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc, une raison d'être qui est servir la terre et qui se décline en 6 grands engagements. Donc, derrière les engagements, c'est agir pour le climat, agir pour le respect de la planète et la biodiversité, agir pour les filières locales, par exemple, agir pour des financements verts et puis également un projet collectif et inclusif. Alors chez Sanders, on était, tout ça forcément en tant que collaborateur ou engagé dans les filières agricoles, ça parle forcément. Mais en fait, c'est pas suffisant. C'était pas suffisant pour nous parce qu'en fait, on voulait quelque chose de plus concret et plus connecté à nos métiers, à nos métiers du quotidien. Et donc, ça nous a amené, du coup, là on passe sur la slide, à vraiment formaliser en fait une ambition RSE propre à Sanders qui repose sur 3 grands piliers: relever le défi de la décarbonation du monde de l'élevage, allier le bien-être des animaux à celui des éleveurs, et cette seconde partie, on est hyper attaché à cette partie-là. C'est encore plus vrai, ça c'était il y a 3 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui, je pense que c'est ressorti depuis, et créer de la valeur pour les femmes, les hommes et les territoires. Et puis derrière, je vais pas détailler tout ça, mais je vous invite à aller voir le site demain-sanders.fr où en fait il y a des engagements bien précis dans le temps, en termes de volume, qui concrétisent en fait ces 3 grands piliers. Merci Sophie, et donc on aura l'occasion tout à l'heure de revenir notamment sur ce volet décarbonation. Donc je vais à présent passer la parole à Olivier Rochard de Ubar, donc qui a un lien avec la nutrition animale forcément, et aussi à la pause on discutait avec Carbone 4. Donc ça va être l'occasion de faire le lien avec l'intervention de ce matin. Absolument. Bonjour à tous. Donc moi je suis Olivier Rochard, le directeur général de la société Ubar. Donc voilà, je vois que le logo s'est mis derrière moi. Donc nous sommes une société qui est basée à côté de Saint-Brieuc, aux Feuilles précisément, hein, donc vraiment ancrée dans le territoire local. J'entendais parler de ça tout à l'heure. Notre métier à nous, c'est de faire de la sélection génétique de poulets de chair. Hein, donc c'est améliorer la production, la productivité de viande au travers de la sélection génétique pour toujours produire plus de viande, hein, ce que l'on peut manger, avec moins d'intrants, notamment l'aliment par exemple. Hein, et cet aliment qui représente, ça a été dit tout à l'heure donc par Briac de Carbone 4, hein, cette partie nutrition représente une grande partie du bilan carbone des animaux, donc de la viande qui est produite, hein, et que nous mangeons.
Je pense qu'il va y avoir une deuxième slide qui va arriver progressivement où on va voir, voilà, donc on a différents types de produits, différents types de poulets. Celui-ci, le poulet que l'on appelle poulet conventionnel, poulet standard, le poulet à croissance rapide, qui a quelquefois une connotation négative dans l'inconscient ou dans l'image que certains médias veulent donner du produit. Néanmoins, c'est 98%, voire 98,5% du marché mondial. C'est-à-dire qu'en France, nous, on est très habitués à avoir une segmentation très forte de nos produits avec le label rouge, le bio et autres segments. Ailleurs dans le monde, voilà, c'est ce type de poulet qui est consommé, du poulet voilà, couleur blanche, plumage blanc, croissance rapide et plus rapide possible. Mais l'avantage de ce poulet, c'est que économiquement, c'est bien sûr le moins cher, mais aussi en termes de bilan carbone aussi, c'est celui qui est nettement plus économique. Donc nous sélectionnons ce type de produit et nous le vendons à travers le monde. Et nous avons aussi une autre type de gamme de produits, donc la diapo va arriver, c'est tous les produits colorés. Nous sommes français d'origine, donc tout ce qui est poulet label, produits fermiers, backyard, différents produits colorés, et on peut faire tout un tas de combinaisons possibles. Voilà, on est leader, nous, sur ce marché-là dans le monde, mais comme je l'ai dit, ce n'est que 1,5% du marché mondial pour ce type de poulet-là. Donc notre métier, améliorer les races. Pour donner un exemple aussi très concret en termes de poulet conventionnel, celui que l'on a vu avant, chaque année, la sélection génétique améliore l'efficacité alimentaire pour produire une quantité donnée de viande à peu près de 1%. C'est-à-dire que chaque année, la sélection génétique, nous, on rend, tout à l'heure j'ai entendu une question sur l'efficacité, l'efficience de ce que l'on produit. Chaque année, on gagne 1%. Donc c'est quand même pas négligeable sur le type de produit précédent. Ubar, c'est 500 personnes dans le monde. À peu près 50% de ces 500 personnes travaillent en sélection génétique. Donc notre métier, c'est de faire de l'élevage. On élève des animaux et puis on va mesurer tout un tas de caractères et sélectionner les meilleurs. On a 3 filiales dans le monde, États-Unis, Brésil, Pologne. On vend à peu près 7% du marché mondial. On représente à peu près 7% du marché mondial et on livre à peu près dans 80 pays. Donc à partir de Quintin, là à côté, voilà, on va livrer quasiment 80 pays. Voilà, et on appartenait au groupe Grimaud, groupe français, et depuis quelques années, nous appartenons à un groupe allemand, un groupe familial. Si on va un peu, donc, pour parler plus précisément, donc notre Alors, ce que je vous propose, on va faire durer le suspense sur la vision carbone ou décarbonation de Ubar, et on va passer la parole à Thomas pour qu'il présente en quelques mots le Crédit Mutuel, ses activités et un petit peu la vision RSE, on va dire, du groupe. Oui, bonjour à toutes et à tous, et puis merci Stéphane pour l'invitation. Alors déjà, pour vous rassurer, le Crédit Mutuel de Bretagne n'est pas devenu un acteur directement de l'élevage. Je ne suis pas venu là ce matin pour vous faire de grandes annonces dans ce domaine, mais on est forcément un partenaire de l'élevage en Bretagne, et le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on accompagne aussi les filières dans les transitions auxquelles elles doivent faire face. Le Crédit Mutuel de Bretagne, pour vous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, eh bien, c'est un groupe coopératif et mutualiste qui est un acteur de la banque assurance, dont le siège est implanté ici en Bretagne, à Brest, et qui est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea. Le Crédit Mutuel Arkea, c'est avant tout 2 fédérations de crédit mutuel, la fédération bretonne et la fédération du Sud-Ouest, mais c'est aussi 40 filiales spécialisées dans la banque et l'assurance, dont les plus connues sont Suravenir Assurance ou Fortunéo, que vous connaissez aussi certainement. En Bretagne, le Crédit Mutuel de Bretagne, c'est 220 agences sur le territoire, les 4 départements bretons. C'est 46 pôles d'expertise dans lesquels vous allez trouver les 120 chargés de clientèle agricole qui vont accompagner les agriculteurs dans leurs besoins du quotidien. Si je fais un zoom vraiment sur la partie agricole du CMB,
Concrètement, le CMB, chaque année, c'est à peu près 40% des installations JA sur la Bretagne. Ça veut dire que sur 10 jeunes agriculteurs qui s'installent en agriculture, il y en a 4 qui sont financés par le CMB. C'est grosso modo 10 500 exploitations clientes qui nous confient chaque année tout ou partie de leur chiffre d'affaires. Donc c'est à peu près 40% là aussi des exploitations bretonnes. Et pour vous donner un chiffre de crédit, c'est à peu près 500 millions d'euros qui sont distribués chaque année en Bretagne sur l'agriculture, dont 75 spécifiquement dédiés au financement des transitions environnementales et sociétales, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc la vision RSE du Crédit Mutuel de Bretagne, si vous voulez, elle s'est construite au fil de plusieurs années. Elle a commencé en 2020 avec la rédaction, pour le groupe aussi, d'une raison d'être, que je vous ai indiqué en bas de la page, être acteur d'un monde qui se conçoit sur le long terme et prendre en compte les grands enjeux sociétaux et environnementaux de notre planète pour les prochaines générations. On voit bien qu'on est là au cœur du sujet de nos préoccupations actuelles. Et cette raison d'être, elle s'est déclinée en 2022 par l'obtention du statut d'entreprise à mission. C'était Crédit Mutuel Arkea était le premier groupe bancaire français à avoir le statut d'entreprise à mission. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut d'entreprise à mission, c'est le statut le plus impactant pour avoir des orientations sur le plan sociétal et environnemental. Donc ça nous donne des engagements forts. Un de ces engagements, notamment, c'est d'allier la performance économique et l'impact positif. On a été le premier groupe bancaire français à publier des résultats extra-financiers. Des résultats extra-financiers, c'est quoi ? On va mesurer l'impact positif et négatif de l'ensemble des actions qu'on peut mener pour notre propre compte, mais aussi pour le compte de notre portefeuille client. Donc ça, c'est particulièrement structurant. Et un autre engagement fort aussi, c'est l'accompagner les transitions, qu'elles soient environnementales ou sociétales. Et concrètement, comment ça se décline sur le marché de l'agriculture ? On va accompagner des transitions sur le marché de l'agriculture, mais on a 3 conditions pour accompagner ces conditions. C'est ces transitions, qu'elles soient viables, vivables et durables. C'est-à-dire viables sur le plan économique. Ça, c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on fait depuis des générations de banquiers, que les produits couvrent les charges, mais qu'elles soient viables aussi sur le plan humain, en termes de rémunération aussi pour les agriculteurs, mais de temps de travail aussi consacré aux activités, et durables sur le plan environnemental, social, mais aussi économique. J'ai l'habitude de dire qu'on ne pourra financer les transitions que le système économique peut porter. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Et pour terminer, sur la vision RSE du groupe, c'est la notion d'inclusion. Le CMB souhaite être partenaire de toutes les agricultures, accompagner toutes les agricultures, toutes les formes d'agriculture, et tous les agriculteurs, du plus précurseur au plus fragile aussi financièrement. Merci beaucoup pour cette vision et vous aurez tout à l'heure l'occasion de nous parler d'un exemple concret de chiffrage de réduction du carbone. Je propose de revenir à Thomas pour que vous nous expliquiez un petit peu la vision du groupe Ubar, parce qu'on ne l'a pas vu tout à l'heure, et aussi ce que vous avez mis en place depuis plusieurs années. Alors on parlait de Carbone 4 et des bilans carbone que vous avez pu réaliser dans l'entreprise. Donc, oui, donc pour nous, c'est pas partie d'une obligation, puisqu'on n'a rien à vendre spécialement à nos clients. On est en B2B, donc on n'avait pas d'obligation par le passé. Donc, à partir de préoccupations, pour ma part, moi personnelle, on a commencé par faire des bilans carbone, un bilan carbone. Et notamment, donc on a travaillé, alors on ne se connaît pas, mais on apprendra à se connaître. On a travaillé avec d'autres personnes de Carbone 4 pour faire à peu près en période du Covid, là, il y a 4-5 ans, un bilan carbone précis de notre activité. Et pour donner quelques chiffres, pour nous, c'est 30 000 tonnes de carbone pour l'entreprise française par an. Sur ces 30 000 tonnes, 50% provient de l'aliment et 12-13% proviennent à part égale à peu près des consommations de gaz dans nos élevages pour chauffer nos animaux ou le couvoir, ou pour le transport, à peu près aussi pour les transports des animaux, hors avion, puisqu'on exporte dans le monde, on n'a pas compté tout ce qui était avion. Et donc à partir de là, grâce notamment toujours à Carbone 4, on a chiffré
Concrètement, voilà, si j'investis tant dans tel domaine, combien de retours économiques je peux espérer pour abaisser tant de tonnes de carbone de mon bilan carbone. Donc on a fait tout ce travail depuis 5 ans, et puis on s'est orienté vers un certain nombre de sujets, donc je pense que je vais exposer tout à l'heure. C'est ça. Par la suite. Donc merci pour ces explications, et donc on voit que le sujet de la décarbonation ne date pas d'aujourd'hui, mais que depuis plusieurs années, le groupe Hubbard s'est imprégné du dossier et a déjà réalisé des bilans carbone. Et donc on verra par la suite qu'est-ce que vous mettez en œuvre, notamment avec vos agriculteurs, pour tenter de l'améliorer. Alors si on revient avec vous, Sophie, on va dire dans le monde de l'alimentation animale, dans le groupe Sanders, on va dire quels sont vos principaux axes de réduction de l'empreinte carbone. Alors peut-être déjà vos principales sources de production de carbone, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réduire les principaux axes? Alors déjà, peut-être préciser nos activités, parce que souvent on est identifié comme fabricant d'aliments avec des usines, mais on est aussi organisation de production. Donc on produit des poulets, on produit des œufs, du lapin, parfois des jeunes bovins par exemple sur certaines filières. Et donc on est aussi engagé dans cette activité-là. On a aussi des activités de négoce agricole selon les territoires. Donc pour agir sur notre empreinte carbone, on démarre comme tout le monde par un bilan carbone. Nous, ça fait plusieurs années, effectivement, on a notre 4e bilan carbone. On s'améliore de jour en jour, ou d'année en année, parce qu'on le fait une fois par an globalement, parce que la mesure, elle est de plus en plus précise, et on est de plus en plus, je dirais, affûté à la méthode, et donc on va de plus en plus loin dans l'approche. Et une fois qu'on fait ça, effectivement, on revient sur ce qu'on appelle le scope 3 en général dans les activités. Ça veut dire qu'en fait, c'est les matières premières, ce sont les matières premières qui sont le plus impactantes sur nos activités. Dans les matières premières, forcément, on fait le focus sur le soja, puisque c'est une matière première qui est majoritairement importée. Et puis, historiquement, en plus, dans les années passées, elle était plutôt importée de zones dites déforestées. Donc, du coup, le premier levier, c'est déjà d'agir sur le soja, et de faire en sorte que ce soja qui était issu de zones déforestées, désormais provienne de zones de soja durable non déforestées. Et donc on est engagé dans Duralim pour ce faire. Et puis ensuite, on veut impliquer toute l'entreprise, parce qu'en fait, ça c'est quelque part, c'est presque un quick win, puisqu'en fait, il s'agit d'une volonté aussi économique, parce que ça coûte un petit peu d'argent quand même, tout ça. Mais il faut préparer la suite, parce qu'en fait, on a bien vu tout à l'heure, on parle dans les stratégies, on parle de 2030-2050, et il y a des choses qui se construisent d'ores et déjà pour l'avenir en fait, et notamment pour les solutions plutôt là sur la partie produits animaux. Nous, notre motif, c'est pas se décarboner pour se décarboner, mais c'est bien l'objectif final, c'est décarboner le monde de l'élevage, donc décarboner l'œuf, décarboner le poulet, le porc, et c'est vraiment dans cette logique globale de filière que l'on travaille. Ok, et quand on parle aliments, alors je reviens sur l'aliment, on parle flotte de camions par exemple. Est-ce que vous avez des actions concrètes pour réduire, on va dire, l'empreinte carbone du transport de l'aliment? Alors effectivement, en fait, on est engagé sur la partie camion, sur une démarche qui s'appelle Fret 21. Donc derrière, souvent, quand vous êtes sur la route, sur les camions, vous voyez objectif CO2. Donc c'est des entreprises qui se sont engagées à réduire leur empreinte carbone sur leur flotte automobile. Donc pour nous, c'est un objectif de moins 26% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ça va se traduire comment en termes d'actions concrètes? Ça va être utiliser des biofuels. Donc ça peut être de l'oléosan issu des biocarburants issus des oléoprotéagineux, mais ça peut aussi être d'autres alternatives de cet ordre-là. Ça va être aussi de travailler nos fondamentaux du métier, je dirais, d'un transporteur. C'est globalement remplir les camions, faire le moins de kilomètres possible. Et donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, ça engage l'entreprise, ou en tout cas les opérateurs du transport, vers plus d'efficience et donc plus de rentabilité, en tout cas pour l'ensemble de la filière aussi. Merci beaucoup. Donc on reviendra tout à l'heure sur quelques autres points. Je vous propose à présent de repasser la parole à
à Thomas. Quand on a discuté lors de la préparation de la table ronde, vous m'avez évoqué quelques chiffres et notamment un objectif de réduction de bilan carbone, on va dire à l'échelle du CMB ou du groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Thomas? Oui, tout à fait. Pour vous donner un ordre d'idée, Eric en a parlé tout à l'heure, mais pour un groupe comme le groupe Crédit Mutuel Arkea, 12 000 collaborateurs, les émissions de GES, c'est à peu près 50 000 tonnes par an. Donc le groupe a pris, suite aux accords de Paris, des engagements dès 2019, avec l'engagement de réduire ses émissions de carbone de 25% entre 2019 et 2024, donc d'ici la fin de l'année, donc à peu près 12 500 tonnes. Donc pour un groupe tertiaire comme le nôtre, qu'est-ce qui pèse dans le bilan carbone? Le premier facteur, c'est les déplacements quotidiens des salariés vers leur lieu de travail. Donc ça, c'est le premier poste. Donc on a utilisé un certain nombre de leviers pour réduire les émissions de GES sur ces postes-là. On a développé les accords pour le travail à distance, développer les visioconférences, favoriser les déplacements en train quand c'est possible, et puis renouveler aussi la flotte de véhicules pour les collaborateurs qui sont amenés à faire beaucoup de kilomètres par an. On les a équipés de véhicules électriques, voire thermiques. Et toutes ces actions nous ont permis de diviser par deux ce poste-là en termes d'émissions de GES. Un autre point, ça a été partagé lors de la présentation de l'Institut de l'Agro, c'est les bâtiments chez nous, 220 caisses locales sur le territoire de la Bretagne. C'est assez émissif aussi, donc il y a tout un plan de sobriété qui a été mis en place pour maîtriser les températures et un plan de modernisation aussi des bâtiments pour réduire aussi les émissions de GES. Et enfin, le dernier point, c'est les fournitures de bureaux, tout ce qui est le papier. Vous le voyez vous aussi au quotidien en tant que client, et donc là on avait l'objectif de favoriser et de démultiplier la signature électronique. Donc, où est-ce qu'on en est, c'est la question que vous allez me poser, Stéphane, de ces 12 000... de cet objectif de 12 500 tonnes. À date, avec toutes les actions que je viens de vous dire, on a réussi à économiser 10 000 tonnes. Donc ça veut dire que par rapport à notre objectif, il nous manque à peu près 2 500 tonnes. Donc ces 2 500 tonnes, en fait, on a été les chercher sur le territoire, chez des acteurs locaux en Bretagne qui mettent en pratique des solutions qui vont permettre de réduire leurs émissions de carbone. Je vous donne un exemple très concret. On a accompagné dans le Finistère un éleveur de vaches laitières qui, par la modification de la gestion de son troupeau et notamment la modification de la ration d'alimentation de son troupeau, va réduire ses émissions de 500 tonnes par an. Et ça, pour nous, c'est des actions qui sont hyper importantes parce qu'on veut être partie prenante aussi des filières pour les accompagner et les encourager aussi dans la décarbonation. Donc c'est pour ça qu'on encourage financièrement ces pratiques aussi pour réduire les émissions de carbone. Merci Thomas pour l'exemple et les quelques chiffres. On va revenir avec vous, Olivier. Chez Hubbard, quelles sont les sources principales d'émissions de carbone et qu'est-ce que vous avez pu commencer à mettre en place pour les réduire? Non, je disais, sur nos 30 000 tonnes, environ 50% sont liés donc à l'aliment qui est consommé par nos animaux. L'aliment, c'est du blé, du maïs, une formule complète ensuite qui est distribuée à nos animaux. Une grande partie du bilan carbone provient donc des matières premières, comme ça a été dit là. Alors, première étape pour nous aussi, ça a été de diminuer la part de soja dans les rations alimentaires de nos animaux. Il se trouve que la sélection génétique améliore l'efficacité ou l'efficience de nos animaux. Et en fait, on s'est rendu compte que depuis 20 ans, 30 ans où on travaille sur cette efficacité alimentaire, effectivement, il n'y avait que du bon à réduire la protéine dans la part ou le pourcentage de protéines dans les rations alimentaires. Donc finalement, ça a même amélioré nos performances techniques. Donc ça, en plus, ça a été un atterrissage tout à fait positif. L'étape sur laquelle on est en train de travailler aujourd'hui, et là je prends un peu de précaution puisque je manque encore de données scientifiques sur le sujet, mais c'est d'aller travailler avec des céréales bas carbone. Ça a été cité aussi tout à l'heure. Concrètement, c'est trouver des agriculteurs, et il y en a en Bretagne, qui ne labourent plus, ont des pratiques d'enrichissement de leur sol en matière organique, par exemple par des couverts végétaux permanents, voire du semi-direct.
Alors, bon, ça devient un petit peu technique, mais pour résumer, je vous encourage vraiment à aller voir sur un site internet, hein, je vois que les étudiants prenaient beaucoup de notes tout à l'heure, allez vraiment voir le 4 pour 1000, hein, donc 4 en chiffres pour tout attaché, 1000 en chiffres à nouveau. Allez vraiment voir ça. Donc c'est une initiative qui a été lancée par Stéphane Le Foll, la France, lors de la COP 21 en 2015, où on parlait encore fortement de la capacité de tenir le 1,5 degré. Donc ce 4 pour 1000, ça veut dire si on enrichissait les sols cultivés au niveau mondial de 4 pour 1000 de leur matière organique, hein, ou de leur teneur en carbone dans ces sols, on arriverait à absorber l'équivalent, quasiment l'équivalent de tout le CO2 qui est émis annuellement. Hein, le CO2 net, hein, qui reste entre ce qui est déjà absorbé, l'océan, les plantes, etc. Donc il y a une quantité qui reste. Cette quantité pourrait être absorbée par les plantes, via la photosynthèse bien sûr, et être fixée dans les sols. Ça paraît incroyable. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le 4 pour 1000. Moi, la première fois on m'en a parlé, j'en avais bien sûr jamais entendu parler aussi. À chaque fois que j'en parle, personne ne connaît. C'est une initiative française qui nous dit qu'on pourrait donc absorber l'équivalent du CO2 qui est dégagé chaque année actuellement et le fixer dans les sols. Fixer ce CO2 dans les sols, donc c'est augmenter l'humus, la matière organique des sols, ça n'a que des avantages pour les sols. Je dis bien que des avantages. Aucun inconvénient, zéro. Alors c'est des techniques qu'il faut maîtriser, hein, qui ne s'improvisent pas. Il faut, pour un agriculteur, c'est changer de système. Hein, et voilà, j'ai une organisation dans ma ferme, avec une production, je laboure, je fais tel type de culture, je récolte ainsi, etc. Il faut vraiment changer le cerveau. C'est ça qui est difficile, c'est changer le système de sa ferme, de sa structure d'exploitation pour produire différemment avec ses cultures végétales. Des agriculteurs, encore une fois, le font, certains depuis 30 ans, ça marche parfaitement. On a même l'exemple d'un agriculteur avec lequel on travaille, hein, qui est dans la région de Saint-Brieuc. Il a 200 hectares. Il a démarré il y a 30 ans, il avait 30 hectares. Aujourd'hui, il en a 200. Donc je pense que c'est que ça marche, hein, s'il a réussi à grossir ainsi. Lui, ce n'est pas 4 pour 1000 qu'il fait, c'est 4 pour 100. Mesuré sur plus de 15 années passées. Donc ça marche, ça existe. Donc nous, notre démarche, c'est de dire comment je vais faire en sorte qu'un agriculteur qui est en conventionnel aujourd'hui, je laboure mon champ, je mets des quantités d'engrais minéraux importants, hein, on a parlé tout à l'heure de protoxyde d'azote, qui dégagent énormément de protoxyde d'azote, ces engrais. Comment je change mon système et j'arrive à faire que j'arrête de labourer, je vais faire un passage sur les sols minimum, je vais laisser la biodiversité du sol travailler, donc en plus je l'enrichis, mais je la laisse travailler, je laisse les vers de terre labourer mon champ. En labourant, hein, tout ce qui est prédigéré par le ver de terre va faire en sorte que les plantes vont pouvoir assimiler ça bien mieux. Pour donner aussi des chiffres concrets, donc cet agriculteur fait à peu près moitié moins d'heures de tracteur que son voisin pour faire son blé ou son maïs. Il met moitié moins d'engrais minéraux que son voisin, donc bilan carbone aussi. Et il fixe, lui, concrètement, il enrichit son sol de 2 tonnes, entre 2 et 3. Il y a différentes mesures qui ont été faites par différents organismes, mais il enrichit son sol d'environ 2 tonnes d'équivalent carbone par hectare et par an. 2 tonnes par hectare et par an. On fait les calculs de tout ça, et c'est maintenant, moi, la preuve scientifique qui me manque, hein, et sur lequel on essaie de travailler, donc avec Agribalise, les normes Agribalise et Coalim, pour dire, OK, aujourd'hui, un blé, il est à 350 kg d'équivalent carbone par tonne de blé produite. Hein, c'est ce qu'on rentre dans notre bilan carbone quand on fait les formules pour produire des formules pour nos animaux.
Est-ce que c'est 350 kilos? Effectivement, c'est 250, c'est 200, c'est 100, c'est peut-être même 0, et c'est peut-être même, on est peut-être même en négatif. Donc voilà, c'est là que il y a de la recherche voilà, il y a de la à recherche, faire, il y a des professeurs dans la salle, des preneurs dans la salle. Voilà, il faut qu'on continue à travailler là-dessus. Aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il y a des personnes de l'INRA dans la salle, mais bon voilà, c'est quelque chose qui est encore tout nouveau, très pionnier. Il y a quelques pionniers qui travaillent là-dessus, mais ça manque d'encadrement scientifique et il faut qu'on aille plus loin sur le sujet. Mais je pense que réellement là, il y a quelque chose à faire. Ouais. J'en suis absolument persuadé. Okay. Donc, merci pour votre partage. Alors, on reviendra tout à l'heure sur ça, sur la partie financement. Est-ce que vous avez aussi décidé d'accompagner financièrement des agriculteurs qui se lançaient dans cette démarche? Alors, en parlant de finances, je vais me retourner vers Thomas. Tout à l'heure, dans les présentations, on a commencé à évoquer le sujet des prêts, la corrélation peut-être entre la baisse de l'empreinte carbone et l'obtention de prêts. Alors, qu'est-ce que au CMB, justement, vous avez je dirais, sur la table pour accompagner les agriculteurs dans ce sens? Ouais, alors pour accompagner les agriculteurs, ce qui est important de préciser, c'est que nous, on n'est pas des experts dans les transitions. Il y a plein de gens qui sont experts, Eric, Sophie, et il y en a plein d'autres dans la salle aussi. Nous, on n'est pas là pour préconiser telle ou telle solution aux agriculteurs. Nous, on est là pour analyser leurs projets qui ont besoin de financement et accompagner ceux qui, comme je l'ai dit, sont tous ceux qui sont viables, vivables et durables. Une fois qu'on a dit ça, on a décidé effectivement, pour favoriser aussi ces transitions, de mettre en place une gamme de crédits qu'on appelle des crédits durables, qui vont être justement dédiés au financement de tout ce qui va concerner les transitions non seulement environnementales, mais aussi les transitions sociétales. Par exemple, un agriculteur qui va venir nous voir avec un projet qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur son exploitation, par exemple en modernisant ses bâtiments, en améliorant l'isolation, en produisant des énergies renouvelables. On a parlé de méthanisation tout à l'heure, on a aussi beaucoup de photovoltaïque en Bretagne. Dès que ces projets-là vont nous être présentés, on va pouvoir présenter des crédits qui sont bonifiés. Mais pas seulement pour la réduction directement des gaz à effet de serre, mais aussi tout ce qui va être filière de qualité. Un agriculteur qui va besoin d'investissement pour se lancer dans une filière de qualité, on va pouvoir l'accompagner aussi par ces prêts-là. Ou un agriculteur aussi qui va développer des circuits courts pour faire de la vente directe, de la vente à la ferme ou de les marchés, on va pouvoir l'accompagner. Concrètement, ces prêts-là, aujourd'hui, c'est des prêts qui sont bonifiés de l'ordre de 0,50 points par rapport à des taux classiques en agriculture. Donc, c'est vraiment un effort important pour pouvoir accompagner ces transitions. Mais ces prêts-là, ils ne sont pas uniquement dédiés chez nous aux transitions environnementales. On les alloue aussi pour les transitions sociétales. Parce qu'on a une conviction, c'est qu'on ne fera pas de transition sans agriculteurs. Et on a parlé d'attractivité du métier aussi. Et on a un vrai enjeu aussi d'attractivité dans le domaine de l'agriculture et en particulier en élevage. Donc on va ouvrir aussi cette gamme de prêts sur tout ce qui concerne le bien-être animal, mais surtout l'amélioration des conditions de travail des éleveurs. C'est-à-dire tout le financement des robots. Je pense aux robots de traite notamment. Aujourd'hui, 8 JA sur 10 qui s'installent. Il y a le financement d'un robot dans le plan de financement dans les 5 premières années. Donc on voit qu'il y a des évolutions aussi sociétales qu'on doit accompagner. Mais je pense aussi au financement des robots, notamment de nettoyage dans certains bâtiments d'élevage. Enfin voilà. Donc on attache aussi de l'importance à tout ce qui va être l'amélioration des conditions de travail aussi des éleveurs, parce que c'est un point qui nous paraît important pour assurer le renouvellement des générations. 12 500 agriculteurs bretons vont partir en retraite dans les 10 prochaines années sur les 26 000. Donc il y a vraiment un enjeu d'attractivité du métier qu'il faut qu'on assure aussi par rapport à ça. Et donc, voilà, nous, on a une offre spécifique pour accompagner ces transitions. On avait l'objectif de doubler la production de ces crédits entre 2022 et 2027. On a commencé à 50 millions d'euros en 2022. On est là, je vous le disais, à 75 en 2024. Donc, on est dans le plan de marche pour atteindre cet objectif d'ici 2027. Merci Thomas pour toutes ces explications. Je vous propose de revenir avec Sophie. Il y a un élément qui ressort dans la communication de votre groupe,
c'est la vision complémentaire feed et food, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots et puis un peu le lien avec la décarbonation de cette vision? Oui, et puis en fait, je trouve que ça fait le lien avec votre témoignage tout de suite sur les pratiques culturelles, sur les céréales. En fait, là, on était plutôt sur la dimension production. Mais moi, je voudrais qu'on reparte aussi de la consommation. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'un poulet, plus d'un poulet aujourd'hui sur deux est importé. Et effectivement, les modes de production dans le monde n'ont rien à voir avec notre modèle français qui est hyper vertueux, quoi. La polyculture élevage, c'est quand même un modèle, je pense, dont les Français, le citoyen, le consommateur n'a pas conscience. Et donc, du coup, déjà, la première chose, c'est de consommer nos produits parce qu'ils sont, par nature, notre modèle agricole, en fait, il est beaucoup moins impactant pour l'environnement que des modèles qu'on peut avoir sur des filières importées, quels que soient les grands bassins de production mondiaux. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut redire, faire valoir en termes de communication, je dirais le dimanche ou le samedi soir, quand vous avez des gens, en tout cas vos tables sont plus ouvertes ou à l'apéro. Mais c'est très important en fait de faire cet effort-là, et c'est chacun d'entre nous là qui connaissons ça, qui avons cette responsabilité-là. Et ensuite, le modèle français, c'est quoi la polyculture élevage? C'est aussi que en fait, certains justement pensent que le tout végétal va régler justement ces enjeux de planète et que c'est la solution. Et en fait, effectivement, c'est pas forcément... il peut pas y avoir de végétal, en tout cas de tout végétal sans animaux. Parce que quand on a besoin de végétal, on a besoin de matière organique, effectivement, enfin d'engrais. Et d'engrais organiques, l'engrais organique, c'est l'engrais qui vient de nos animaux. Et en fait, il est beaucoup moins impactant en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'un engrais minéral. Et donc, on a besoin de produire des animaux pour produire ces effluents d'élevage qui retournent au sol, en fait. C'est vraiment le lien au sol, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est les fondamentaux de l'agronomie et de la zootechnie. Et puis ensuite, quand on produit certains produits végétaux, je pense à des produits, je sais pas, de la filière céréales et forcément des produits oléoprotéagineux comme l'huile, systématiquement, on a le produit qui est utilisé pour la consommation humaine, donc la farine, l'huile par exemple, et systématiquement, donc on produit un coproduit justement, et c'est l'animal en fait qui transforme ce produit-là. Donc pour nous, ça va être les tourteaux par exemple, et donc les tourteaux de colza, les tourteaux de tournesol par exemple, on a un vrai savoir-faire en France, en Europe, par rapport à sur la connaissance et l'utilisation de ces produits dans la nutrition de nos animaux. Et l'enjeu, en fait, il consiste plutôt à se dire comment je fais en sorte de transformer ces protéines végétales en protéines animales en impactant le moins possible, en fait, la planète. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. Et effectivement, il y a d'autres, parce qu'en fait, les solutions, elles sont pas, il n'y a pas une unique solution pour... Quand on parle de planète, de carbone ou d'enjeux sociétaux globaux, c'est souvent une multitude de réponses. Et donc après, effectivement, on peut aussi aller sur des pratiques culturelles. Mais en tout cas, on ne peut pas opposer feed et food. C'est un non-sens, en fait. Et ça, il faut l'expliquer plus largement. Merci pour cette vision et cet apport. Je propose de repasser la parole à Olivier pour aller un petit peu plus loin sur le sujet de tout à l'heure. Et on a parlé un peu financement avec Thomas. Comment vous avez justement accompagné des élevages ou des agriculteurs pour mettre en œuvre concrètement cette notion d'agriculture régénératrice, je dirais? Oui, donc c'est le nom que ça porte, hein, agriculture régénératrice, technique de conservation des sols. Hein, si vous entendez parler de ça, voilà, comment j'enrichis mon sol en matière organique et je le rends plus résilient. Donc nous, on a travaillé avec notre fournisseur d'aliments et avec un de ses partenaires qui est un collecteur de céréales pour pouvoir trouver les agriculteurs qui pratiquent comme ça. Donc une association à 3. Et en fait, le modèle qu'on a mis en place, tout à l'heure j'ai entendu parler, bien sûr, il faut que tout ça, ça soit viable pour que ça dure dans le temps. Initialement, hein, on a fait le choix, Hubar a fait le choix de sortir le chéquier pour inciter des agriculteurs à sauter le pas.
Je disais, il faut changer de modèle, changer de système pour un agriculteur. À minima, il faut 5 ans pour le faire. Donc à un moment, il faut être le catalyseur pour pouvoir faire ça. Pour nous, c'est payer 10 € la tonne de blé ou de maïs qui sera produite ainsi et qui va rentrer dans nos formules. Alors, on travaille en mass balance, hein, ce n'est pas forcément l'aliment qui viendra chez nous, les céréales qui viendront chez nous, mais l'équivalent. Donc voilà, c'est Hubar paye l'agriculteur qui fonctionne comme ça, on lui donne 10 € de la tonne pour chaque tonne produite et qui sera donc commercialisée via notre circuit. Comment rendre ça viable dans le temps, hein, puisque pour nous, ça représente à peu près 150 000 € par an quand même, hein, que l'on investit comme ça, on va dire, à fond perdu. Oui, à fond perdu aujourd'hui parce qu'on ne paye pas de taxe carbone, mais si demain on la paie, comme au Danemark, ça va arriver, je pense que ça arrivera un jour en France, c'est essayer d'être prêt le jour où. Hein, et j'espère que nous, on va réduire notre bilan carbone d'environ 5000 tonnes par ce biais-là. Voilà, si la taxe carbone qu'on devra payer demain est à 100 € la tonne, ça fait 500 000 €, donc c'est un investissement qui peut être rentable. Donc mon idée aujourd'hui, c'est de effectivement payer ces 10 € tonnes, faire en sorte que l'agriculteur réussisse sa transition, donc disons à peu près 5 ans, et j'espère qu'au bout de 5 ans, cet agriculteur réussira lui à capter des crédits carbone. Donc ça, c'est un système qui est en train aussi de se mettre en place. Hein, des sociétés se spécialisent sur le sujet. Donc eux, ils vont aller collecter de la taxe carbone auprès des cimentiers, par exemple, qui aujourd'hui la paient déjà, pour aller redonner cet argent sous forme de crédit carbone à des agriculteurs qui, eux, fixent du carbone dans leur sol. Je reprends l'exemple de l'agriculteur avec lequel on travaille, là, dans la région de Saint-Brieuc. Donc voilà, on a réussi à boucler la boucle. Hein, donc concrètement, lui aujourd'hui va réussir à capter ses crédits carbone. Il a déjà commencé à être payé. Et donc progressivement, moi je vais arrêter de le payer pour aller en voir un autre qui lui, pour le convaincre de faire cette transition et donc d'aller dans cette direction. Voilà comment on espère monter au niveau financier, faire en sorte que ça devienne viable sur le moyen long terme. Merci Olivier, merci pour ce partage d'informations et cette action concrète. Alors du coup, je vais revenir vers vous, Thomas. Quand on a échangé pour la préparation de ce temps, vous m'avez parlé que le CMB était engagé dans la construction d'un outil pour accompagner vos clients sur ce volet. Et si mes souvenirs sont bons, vous êtes engagé avec Adventiel, qui est partenaire de la chaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur globalement les objectifs et ce que vous voulez en faire ? Ouais, c'est vrai qu'on a lancé avec Adventiel des travaux depuis déjà quelques temps, dans le cadre notamment, ça a été expliqué par Monsieur Renaudin ce matin. C'est vrai qu'on a une nouvelle directive au niveau européen qui s'impose à nous, qui est la CSRD, qui s'impose à toutes les entreprises de plus de 250 salariés et de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui nous impose donc tous les ans de rédiger un rapport de durabilité. Donc nous, ça nous va bien parce que, comme je l'ai dit, on a déjà mis en place pas mal d'actions, donc on a pas mal de choses à raconter. L'avantage, c'est que ça va permettre d'harmoniser un petit peu les indicateurs entre entreprises, mais ça nous oblige aussi à aller plus loin, notamment par rapport au scope 3 dont a parlé Sophie tout à l'heure, c'est-à-dire comment on s'engage aussi dans la décarbonation aussi de notre portefeuille de clients, y compris de notre portefeuille de clients agriculteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, le poids de l'agriculture, ça a été dit tout à l'heure, mais pour un groupe comme le CMB, l'agriculture, c'est 5% des encours de crédit. Par contre, dans les émissions du portefeuille, c'est 50% des émissions du portefeuille. Donc c'est un enjeu qui est quand même hyper important et c'est pour ça qu'avec Adventiel, on a souhaité développer un outil qui va mesurer la durabilité des exploitations. En fait, c'est un questionnaire en fait qu'on va proposer aux exploitants agricoles et qui va avec des questions d'un point de vue économique, mais aussi des nouvelles questions sur l'environnement, aussi sur le côté aussi social. On va demander à l'agriculteur s'il prend des week-ends, combien de semaines de vacances par an il prend. Donc c'est des approches qui sont aussi nouvelles, mais qui sont importantes.
Et le but de cette mesure de la durabilité des entreprises agricoles, c'est de montrer à nos autorités de tutelle aussi comment évolue aussi notre portefeuille vers plus de durabilité aussi, mais aussi de permettre aussi à nos clients d'avoir un outil qui puisse leur proposer des solutions pour justement les accompagner dans leur transition, qu'elle soit environnementale, mais aussi sociétale. Ça, c'est important aussi pour nous. Merci, merci bien. Alors je vois que Martial s'impatiente. Alors juste peut-être une petite dernière question pour conclure, pour Sophie. En termes d'innovation dans le groupe, comment vous intégrez justement dans les produits à créer ou dans les concepts à créer cette notion de décarbonation ? Déjà, en fait, c'est au cœur de notre stratégie parce qu'en fait, nous, notre vision, c'est que l'avenir des filières d'élevage, ça passera par la décarbonation et par la création de valeur, donc la rentabilité de ceci. Et en fait, effectivement, toute l'innovation, elle est je dirais le pipe innovation, la décarbonation est au cœur de cette innovation. Alors, il y a des solutions... je dirais qu'on a délivré plutôt cette année, qu'on a démarré à délivrer, mais je dirais que c'est que le début de l'aventure en matière d'innovation. Et d'abord, ça va être des solutions peut-être produits, mais aussi services. Et en fait, c'est peut-être ça, la première innovation, c'est, vous parliez des changements de pratiques chez les éleveurs, chez les producteurs notamment de céréales, mais c'est aussi des changements de pratiques pour nous, opérateurs, techniciens, vétérinaires, scientifiques, parce que c'est un monde un peu nouveau, donc il faut avoir un socle scientifique, je dirais, robuste pour avoir des solutions aussi qui tiennent la route par rapport aux enjeux, en fait, tout simplement. Donc la première chose, c'est, en termes d'innovation, c'est de bien former nos équipes et pas avec un vernis. Donc vraiment, nous, on a été très très loin et on prend le temps de former toutes les équipes. On intervient sur toutes les espèces. Donc on a commencé effectivement par le ruminant et on a mis plus d'1 an avec différents modèles pour être sûr qu'en fait, quelque part, il y a bien une validation des acquis. Ça s'appelle le décarbone acteur. Là, on a démarré sur la partie porc et on est en train aussi de le mener sur la partie volaille. Et après, il y a des solutions de services. J'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de décarboner la filière et pas forcément l'aliment. Alors, on a innové, on est le premier à afficher l'empreinte carbone des aliments, par exemple, grâce à Matriciel, qui est certifié par Carbone 4 d'ailleurs, qui est un outil qui a été développé par Mix Science pour mesurer l'empreinte environnementale des aliments. Mais en fait, ça suffit pas, parce qu'en fait, il faut décarboner le lait, le porc, la viande, les œufs. Et donc, on a plutôt développé des outils de rationnement pour pouvoir justement simuler l'impact de nos stratégies alimentaires ou de la conduite d'exploitation plus globalement sur ces produits-là, quoi. Et ensuite, on a forcément notre nutrition de base. On parlait de la substitution du soja. C'est aussi l'utilisation d'acides aminés de France, par exemple, puisque Avril a intégré Eurolysine dans les entreprises du groupe. C'est une vraie chance. Alors, c'est une vraie opportunité pour décarboner les filières également, particulièrement pour les filières monogastriques. Puisqu'on évite d'utiliser des acides aminés qui viennent de l'autre côté du monde et surtout qui sont produits avec des process très énergivores. Et puis aussi, ça passera par l'efficience, donc la nutrition pure, éviter de gaspiller. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis par le développement de solutions type réduction d'émissions du méthane. Donc on a déjà la solution Bovaer en distribution, mais il y a aussi dans le pipeino plein de nouvelles choses à arriver. Et la prochaine innovation, c'est le porc et c'est la fin d'année, mais j'ai pas le droit de trop en dire, sinon je vais me faire gronder. Donc on va s'arrêter sur ce teasing. Voilà. Merci beaucoup à vous trois pour le partage d'informations, pour vos interventions. Donc on voit que voilà, toute la filière et les 3 entreprises qui sont intervenues sont partie prenante de cette décarbonation, et aussi bien en interne dans chacune des entreprises ou par des solutions innovantes auprès des agriculteurs et des éleveurs, permettent de contribuer à réduire l'empreinte carbone au quotidien. Donc je pense qu'on peut vous applaudir tous les 3. S'il y a des questions. Merci à tous les 4. C'est le moment des questions, si vous avez des questions.
Vous avez mentionné dans la responsabilité de votre empreinte carbone, les transports par camion. Je me demandais le plus long trajet que vous réalisez en camion. Est-ce que vous savez en termes de distance à combien il équivaut? En tonnes de CO2? Non, juste en kilomètres. En kilomètres. Alors, j'ai pas précisément ce que j'ai pas dit au début, c'est qu'on intervient sur tous les territoires français. Donc, je vais dire la distance médiane entre l'usine d'aliments et l'élevage en Bretagne, c'est peut-être 40-45 km. Et puis, quand on va en Auvergne ou dans les zones de montagne, on a déjà une densité d'élevage qui est bien plus faible, et donc on est plutôt amené à avoir des distances médianes. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est pour donner des ordres de grandeur, mais plutôt autour de 120-150 km par rapport à la Bretagne. Donc, quand on densifie, on est plus décarbonant. Mais parce que du coup, moi, je me demande sur ces grands axes comme ça, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt plutôt que utiliser le camion à utiliser par exemple fret SNCF ou Alors, on le fait, c'est vrai que j'ai parlé de la flotte camion, mais en termes de poids, vous avez complètement raison. Il y a la flotte camion aliments, j'ai pas évoqué la flotte camion matières premières, mais dans la stratégie, en fait, le levier le plus important, c'est effectivement le fret ferroviaire. Et donc, on a plusieurs usines, particulièrement en Bretagne, qui sont connectées au rail. Et donc, notre enjeu, c'est de maximiser le nombre en fait, de trains que l'on peut faire pour approvisionner ces usines-là. Le seul hic, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une ligne en Bretagne là, qui traverse et qu'en fait, faut faire de la place pour les TGV. Donc, on a ce petit défi là, transport des voyageurs contre transport de matières premières. Mais on active ça effectivement. Vous noterez que nos étudiants là font les liens avec l'actualité brûlante sur le fret. Merci. Merci Martial. Donc, merci à nos trois intervenants, donc Jean-Christophe Piot, Fonds de dotation Roulier. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est je crois qu'il serait contre-productif d'opposer les effluents d'élevage avec les fertilisants minéraux. Les deux sont complémentaires et indispensables. Voilà, c'était juste la petite remarque en passant. Et la question, est-ce que vous avez entendu parler, alors pas que vous, mais au niveau de la salle, de l'initiative relocalisation des achats décarbonés en Bretagne, qui est piloté par Loïc Hénaf pour le Conseil régional de Bretagne et qui consiste pour les entreprises et les prestataires de services, banques, assurances, etc., à screener l'ensemble de leurs achats pour voir ce qui serait relocalisable sur le territoire de la région et au-delà du territoire de la région en France et au-delà de la France en Europe. Et c'est une initiative très intéressante avec des modèles qui permettent justement de faire cette vérification des achats et de mesurer ce qui est immédiatement relocalisable ou ce qu'il serait à terme à partir du moment où il y a un nombre d'industriels suffisant puisqu'on parle de souveraineté, on parle de relocalisation de l'industrie en France. Donc voilà, ça va complètement dans ce sens-là. Je vais peut-être répondre à la première remarque déjà. Donc effectivement, c'est pas binaire en fait, et c'est une des difficultés qu'on a parce qu'en fait, notamment dans la médiatisation, les messages qui passent, il faut être binaire, il faut être un peu, je dirais, radical. Et je l'ai peut-être été tout à l'heure, mais effectivement, le curseur, il est souvent, on est dans des métiers bien plus complexes, et donc c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est le juste équilibre. Donc en fait, la planète, elle n'aime pas l'excès d'une manière générale, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à atteindre tous. Donc évidemment, donc, en tout cas, il n'y a pas de polémique à notre niveau là-dessus. Je vais répondre juste. Alors, je ne connais pas l'initiative particulière que vous évoquez sur la Bretagne. Par contre, peut-être resituer des choses. Sur la nutrition animale, 80% de nos matières premières sont d'origine France. Donc, quelque part, elles sont locales, en fait, d'ores et déjà. Par contre, là où on manque cruellement, quelque part, de données, on revient toujours à la mesure, à la data, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de dire qu'on la source à telle distance de l'usine. Et c'est peut-être là, en fait, apporter la preuve de ce qu'on fait qui pourrait être vertueux pour pouvoir la valoriser derrière dans les bases de données, parce qu'en fait, à défaut de données, on utilise des informations génériques et on n'est pas hyper qualitatif.
Voilà un petit peu ce que je voulais rajouter. Et donc, le côté relocalisation, il vient surtout sur les matières premières dites importées. Et donc, effectivement, c'est plutôt les tourteaux de soja. Ouais, sur l'initiative, un mot, oui, elle est connue et partagée puisque le CMB est partenaire aussi de cette initiative et notamment là où on s'implique. Je parlais pour la réduction de carbone. Le troisième point, c'est la fourniture de tout ce qui est matériel de bureau et on est engagé dans cette initiative pour fournir, quand on n'a pas encore de signature électronique, mais du papier recyclé et fabriqué en France. On a la même stratégie aussi, notamment quand on est sur des salons. C'est vrai que les gens nous demandent souvent qu'est-ce qu'on distribue, mais on distribue plus de goodies parce que des goodies fabriqués en France, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent du made in China. Donc c'est vrai qu'on distribue moins de choses aussi, mais c'est en lien aussi avec cette initiative. Merci. Je vous propose de prendre 2 dernières questions. On va les prendre ensemble. Bonjour à tous, merci. Donc, Solène Quérault de Bureau Veritas Living Resources. J'ai une question pour Monsieur Rochard. Je suis particulièrement intéressée par l'agriculteur avec qui vous travaillez en Bretagne. Et je me posais la question, donc vous disiez que vous l'aviez accompagné pour que maintenant il puisse faire financer un petit peu sa transition à l'aide de crédit carbone. Et en fait, je me pose toujours la question du souci en fait, de l'additionnalité quand on veut se lancer des fois dans ce genre de projet. Si on pense notamment au label bas carbone en France, souvent le problème c'est que les personnes qui font déjà bien ont du mal à faire valoriser ce qu'elles font déjà bien. Donc ma question c'était est-ce que vous l'aviez accompagné à trouver soit à mettre en place une méthodologie ou à travers des méthodes reconnues pour pouvoir faire valoriser ce qu'il faisait déjà de bien en crédit carbone, ou alors est-ce qu'il a pu faire encore mieux que ce qu'il faisait déjà? Merci. Merci, on va prendre la deuxième question. Bonjour, je suis Isabelle Benoît de Lactalis. Donc je vous remercie d'avoir partagé vos initiatives au niveau de votre RSE. Ma question est plus globale. Comme Lactalis, on développe des démarches RSE, on met en place des initiatives auprès des agriculteurs. Ce qui m'inquiète, c'est d'empiler les initiatives de chaque entreprise et comment faire en sorte qu'on arrive à avoir une approche un peu plus globale, plus collective, peut-être avec des expériences plus territoriales, pour éviter que on multiplie les diagnostics, les actions au niveau des agriculteurs et qu'ils soient... Finalement, ils ont aussi un petit peu un ras-le-bol là-dessus et comment faire en sorte que, on arrive à travailler tous ensemble pour cette décarbonation. Je vais prendre la première. Donc oui, cette personne faisait déjà très très bien depuis 30 ans. Là, ça a été de faire reconnaître ça donc par une société qui capte les taxes carbone pour redistribuer des crédits carbone. Donc ça a été de réussir à l'accompagner pour qu'il ait accès à ceci. Donc nous, notre action a été juste celle-ci. Et maintenant qu'il a accès, comme je disais, mon but c'est d'arrêter de lui donner notre société, de lui donner ses 10 € la tonne pour aller les donner par exemple à son voisin qui lui laboure toujours ses champs et toujours en agriculture traditionnelle. Pour l'aider lui aussi à faire sa transition qui prendra 5 ou 7 ans si on arrive à le convaincre. Je réponds à la seconde, c'est ça? Alors, donc la question, c'était comment ne pas empiler les démarches quelque part et comment faire en sorte que les démarches privées ne s'opposent pas, j'ai bien compris la question? Soit collectives. Alors en fait, la première chose, c'est qu'au niveau des filières, il y a quand même des plans de progression, des plans de transition qui ont été évoqués. C'est le cas pour Envol, l'Interpro Volaille, c'est le cas pour l'INAPOR pour le port, du coup, et puis tout à l'heure, l'IDEL est intervenu. Donc il y a quand même des trajectoires qui sont fixées, en tout cas chiffrées. Et après, en fait, tout à l'heure, on a dit, on a vu au départ cette histoire de scope 3. C'est qu'en fait... on n'a pas le choix, contrairement à ce qu'on a pu vivre dans les années passées. Là, l'approche, elle ne peut être que collective, parce que, et c'est ça qui est assez, je dirais, intéressant dans ces enjeux de décarbonation, c'est que comme moi je suis, moi non, mais ce qu'on produit, le poulet, l'œuf, c'est le scope 3 d'un centre de conditionnement, d'un abattoir qui est lui-même... le scope 3 d'une grande distribution, en fait,
on a tous besoin des uns des autres. Et donc, ça nous amène, et moi, je travaille avec mon amont aussi, et donc ça m'amène à travailler avec les producteurs qui, effectivement, vont devoir changer, en tout cas, mettre en œuvre des pratiques peut-être différentes. Et donc, en fait, la question, elle est surtout de pouvoir travailler la relation commerciale différente. Donc, c'est clair que c'est ce qu'on voit là dans les entreprises, c'est qu'il n'y a plus que l'acheteur et donc la négo pure, dure qu'il peut y avoir autour de l'euro du produit. Mais il y a l'euro et les critères, quelque part, qu'on y met à côté. Et donc ça, c'est souvent aujourd'hui, ça vient souvent des services RSE parce qu'il y a toute une expertise à avoir. Et puis ensuite, ça amène les entreprises à se mettre autour de la table sur un projet commun et une co-construction. Ce qui arrivait parfois sur des filières de niche. Mais là, en fait, ce qu'on arrivait à faire sur des filières de niche, il va falloir le faire sur les produits de masse quelque part. Donc ça va engager beaucoup plus de trajectoire et de travail sur le long terme entre les entreprises parce qu'en plus, on ne peut pas le faire en spot, quoi. Donc, c'est vraiment d'arriver à faire ça sur des programmes de 3 ans, 5 ans. Et puis, pas en bilatéral, mais souvent, en fait, avec un collectif qui part de l'amont jusque l'aval. Voilà. Donc, je pense que ça va se faire naturellement, mais il faut que ça mature là, dans les entreprises. Et puis, effectivement, toutes les entreprises n'ont pas la même maturité, la même envie, la même approche du collectif également. Donc, c'est un mouvement qui va s'opérer sur quelques années. Merci à tous les 4 pour votre intervention, pour vos éclairages. Je vais vous inviter Merci à tous. Je vais vous inviter à reprendre vos places.